Ma sœur a reçu une Lexus LX flambant neuve à 117 000 € pour Noël, avec un énorme nœud doré. J'ai eu une tasse à 5 €. Je m'appelle Karen, et voici comment mon histoire commence. Maman a souri et a dit, « Sois reconnaissante. La vie est juste. » Vers 2 heures du matin, j'ai laissé ma surprise et je suis parti. Le lendemain matin, maman a perdu la tête. Le matin de Noël est arrivé, avec la neige tombant doucement derrière les fenêtres de la vaste propriété de mes parents dans le Connecticut. J'avais conduit 3 heures depuis mon appartement de Boston pour être ici, affrontant des routes verglacées et le trafic des fêtes, car les traditions familiales comptent pour moi. Ma sœur, Ashley, était arrivée de Miami avec son petit ami, Tyler, un gestionnaire de fonds spéculatifs, et logeait dans la maison d'amis, qui offrait de meilleures commodités que tout mon espace de vie. L'inégalité entre nous avait toujours existé, mais j'avais appris à gérer mes attentes au fil des ans. Ashley était l'enfant chéri, celle qui avait fait un beau mariage à 23 ans, et un divorce encore plus avantageux à 26. Elle disposait d'un fonds en fiducie qui pourrait subvenir aux besoins d'un petit pays. Pendant ce temps, je travaillais 60 heures par semaine comme comptable senior dans un cabinet de taille moyenne, fier de ce que j'avais construit sans aucune aide. Mes parents, Lorraine et Kenneth, avaient fait fortune dans la promotion immobilière commerciale. Ils possédaient la moitié du centre-ville de Hartford et avaient des parts dans des projets à travers toute la Nouvelle-Angleterre. En grandissant, je les avais vus combler Ashley de tout, tandis que je recevais les restes de leur attention et de leurs ressources. Quand Ashley a voulu aller à l'université de New York, ils ont payé l'intégralité des frais de scolarité sans sourciller. Quand j'ai été accepté à l'université de Boston, ils m'ont dit que les prêts étudiants m'apprendraient la responsabilité. Noël avait toujours été la démonstration la plus flagrante de leur favoritisme. L'année dernière, Ashley avait reçu un bracelet tennis en diamant d'une valeur de 30 000 €. J'avais eu une carte cadeau de 200 € pour Target. L'année d'avant, elle avait eu un voyage à Paris. J'avais eu un mixeur. Mais cette année, ça allait être différent. Je l'ai senti en entrant dans la maison la veille de Noël, en voyant l'excitation à peine contenue de ma mère. Elle ne cessait de lancer à Ashley ce sourire entendu, celui qui me tordait l'estomac d'une angoisse familière. « Demain va être si spécial », a dit Lorraine, en serrant la main d'Ashley par-dessus la table. « Attends juste de voir ce que nous avons prévu. » Mon père, Kenneth, était assis en bout de table, coupant sa côte de bœuf avec la précision d'un chirurgien. Il ne m'avait pas posé une seule question sur ma vie depuis mon arrivée. Aucune question sur ma récente promotion au travail, ou sur le marathon que j'avais terminé en octobre. Ashley dominait chaque conversation, parlant de sa nouvelle entreprise de design d'intérieur que nos parents avaient financée à hauteur d'1 demi-million d'euros. Le projet du Penthouse à Coral Gables est presque terminé, disait Ashley, en montrant des photos sur son téléphone. Le client est obsédé par ce que nous avons fait de l'espace. Je poussais ma purée dans mon assiette, me demandant pourquoi je continuais à revenir ici. Année après année, je me soumettais à ce théâtre dysfonctionnel, car une partie de moi espérait encore que les choses changeraient. Cet espoir était sur le point de mourir d'une mort spectaculaire. Le matin de Noël a commencé avec des mimosas et des pâtisseries fraîches dans la véranda. Le sapin, dans le salon, mesurait près de 4 mètres de haut, décoré par des professionnels qui avaient passé 2 jours à le faire ressembler à quelque chose sorti d'un magazine. Les cadeaux s'entassaient en dessous, dans un chaos savamment arrangé. Nous avons ouvert les cadeaux un par un, comme le voulait la tradition. Ashley a commencé, bien sûr. Elle a déballé une montre Cartier de la part de nos parents, qui coûtait probablement plus que mon salaire de 3 mois. Puis sont venus les sacs à main de créateurs, les écharpes en cachemire, et un livre en édition originale qu'elle avait mentionné vouloir, lors d'une conversation dont je n'avais pas fait partie. Mon tour est venu et est passé rapidement. J'ai ouvert une tasse à café de chez Homegood, avec une inscription générique « Meilleure fille du monde ». L'étiquette de prix était encore collée en dessous, 5,99 €. Je l'ai tenue dans mes mains, et j'ai senti quelque chose se briser en moi. « Nous avons pensé que ça te plairait », a dit Lorraine, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Tu bois tellement de café à ton bureau, Karen. » Ashley m'a jeté un regard qui aurait pu être de la pitié, ou de la suffisance. Je ne savais plus faire la différence. Puis mon père s'est levé, avec un air théâtral qui m'a donné la chair de poule. Il avait l'attitude d'un homme sur le point de révéler une grande surprise, le genre de surprise dont on parlerait pendant des années. « Ashley, ma chérie, ta mère et moi avons un dernier cadeau pour toi, » a annoncé Kenneth. « Mais il est dehors. »
Nous nous sommes tous emmitouflés dans nos manteaux et l'avons suivi jusqu'à l'allée circulaire. C'est là que je l'ai vue. Une Lexus LX 600 flambant neuve, d'un blanc étincelant sous le pâle soleil d'hiver, emballé dans un énorme nœud doré qui avait dû coûter une fortune à lui seul. Le SUV de luxe trônait là, comme un monument à tout ce qui n'allait pas dans ma famille. Ashley a crié et a sauté sur place comme si elle avait 18 ans au lieu de 32. Elle a serré nos parents dans ses bras, pendant que Tyler prenait des photos pour son Instagram. Le SUV coûtait 117 000 €. Je le savais, car j'avais aidé mon père à examiner ses relevés financiers 3 mois plus tôt, quand il m'avait demandé de jeter un œil à certains investissements. J'avais vu l'autorisation de paiement pour le véhicule, et j'avais supposé qu'il était pour lui. La prise de conscience m'a frappé comme un coup de poing. J'avais fourni des conseils financiers gratuits à mon propre père, pour qu'il puisse budgétiser un cadeau à 6 chiffres pour ma sœur, pendant que moi, je recevais une tasse en solde. C'est trop, s'est exclamé Ashley. Je n'arrive pas à croire que vous ayez fait ça. Lorraine rayonnait de fierté maternelle. Tu as travaillé si dur pour ton entreprise, ma chérie. Tu mérites quelque chose de spécial. Je suis resté là, dans le froid, à regarder cette scène se dérouler, et j'ai senti 30 années de déception accumulées se cristalliser en quelque chose de plus dur, de plus tranchant. Ma mère s'est alors tournée vers moi, remarquant peut-être mon silence. N'aie pas l'air si maussade, Karen, a-t-elle dit, de ce ton condescendant que j'avais entendu toute ma vie. Sois reconnaissante pour ce que tu as. La vie est juste, à sa manière. Ashley a besoin du SUV pour son entreprise. Toi, tu as cette Honda fiable. La vie est juste. Ces 3 mots ont ricoché dans mon cerveau comme des balles. La vie est juste. Ma Honda Civic de 10 ans, avec 225 000 km au compteur et un voyant moteur qui s'allumait une semaine sur 2, était apparemment l'équivalent d'un véhicule de luxe valant plus de 2 ans de mon salaire. Quelque chose en moi s'est brisé net. J'ai souri, j'ai hoché la tête, et j'ai dit toutes les choses qu'il fallait, pendant qu'Ashley prenait un millier de photos avec son nouveau jouet. Nous sommes retournés à l'intérieur pour le brunch de Noël élaboré que Lorraine avait fait livrer par un traiteur, car elle ne croyait pas à l'idée de cuisiner pour de grands rassemblements. J'ai mangé mes œufs bénédicts, j'ai fait la conversation, et j'ai ri aux blagues de mon père. Mais à l'intérieur, j'échafaudais un plan. Le repas s'est éternisé pendant des heures. Ashley n'arrêtait pas de parler de la Lexus, de tous les voyages qu'elle et Tyler allaient faire, de sa perfection. Lorraine continuait de me regarder avec attente, comme si elle attendait que j'exprime plus de gratitude pour ma tasse à 5 €. Tu sembles silencieuse aujourd'hui, a finalement dit ma mère pendant le dessert. Tout va bien, Karen ? J'ai eu envie de rire. Tout allait spectaculairement mal. Mais j'avais appris depuis longtemps qu'exprimer mes sentiments à ces gens était inutile. Ils me manipuleraient pour me faire croire que j'étais dramatique ou ingrate. Ils me diraient que j'étais jalouse ou immature. Juste fatigué par la route, ai-je répondu à la place. Les routes étaient plutôt mauvaises. Kenneth a à peine levé les yeux de son téléphone. Tu aurais dû partir plus tôt. Anticiper, c'est important, tu sais. Précieux conseil de la part d'un homme qui n'avait jamais eu à s'inquiéter de quoi que ce soit dans sa vie privilégiée. La journée s'est poursuivie sur le même ton. Ashley et Tyler sont allés faire un tour dans la nouvelle Lexus. Mes parents ont parlé de leur prochaine croisière en Méditerranée. Je suis resté assise dans un coin du salon, tenant ma stupide tasse, et j'ai laissé ma colère mijoter pour devenir quelque chose de productif. Le soir, la maison avait retrouvé son rythme habituel. Ashley et Tyler se sont retirés dans la maison d'amis. Mes parents sont allés se coucher tôt, épuisés par l'excitation d'avoir gâté leur enfant préféré. J'étais censé rentrer à Boston ce soir-là, mais je leur ai dit que j'étais trop fatigué et que je partirais à la première heure le lendemain. Au lieu de cela, j'ai attendu. À minuit, la maison était silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge de parquet dans le couloir. Je suis descendu à pas de loup dans le bureau de mon père, la seule pièce de la maison où j'avais passé d'innombrables heures au lycée, quand il prétendait parfois s'intéresser à m'enseigner les affaires. Je savais où il gardait tout. L'homme était un génie des investissements, mais une catastrophe en matière de sécurité personnelle. Ses classeurs n'étaient même pas verrouillés. J'ai trouvé ce que je cherchais en moins de 20 minutes. Le testament de mon père, mis à jour 6 mois plus tôt, stipulait exactement ce que j'avais soupçonné. À sa mort et à celle de Lorraine, Ashley hériterait de 75% de la succession. Je recevrais 25%. La raison, écrite noir sur blanc,
était qu'Ashley nécessitait plus de soutien pour maintenir son style de vie, tandis que j'avais, moi, prouvé ma capacité à être autonome. J'ai photographié chaque page avec mon téléphone. Puis j'ai trouvé les documents du fonds en fiducie. Le fonds d'Ashley, créé à ses 18 ans, avait été régulièrement réapprovisionné au fil des ans. Mon fonds, de taille égale à sa création, avait été dissous quand j'avais 22 ans, et l'argent redistribué sur le compte d'Ashley. La note précisait que la décision avait été prise parce que j'avais été difficile et ingrate lors d'une dispute familiale dont je me souvenais à peine. D'autres photos. J'ai découvert des documents de prêt montrant que mes parents avaient donné 300 000 € à Ashley pour acheter son appartement à Miami, répertorié comme un prêt familial à 0% d'intérêt et sans échéancier de remboursement. J'avais demandé de l'aide pour un acompte sur un modeste appartement 2 ans plus tôt, et on m'avait répondu qu'ils ne croyaient pas à l'encouragement de la dépendance. Les photos s'accumulaient. Mais ensuite, j'ai trouvé quelque chose qui a fait trembler mes mains de rage. Niché au fond d'un tiroir, il y avait un dossier intitulé « Décaissement du fonds universitaire ». Je l'ai ouvert et j'ai trouvé des feuilles de calcul détaillant la gestion de mon fonds d'études initiales. À ma naissance, ma grand-mère maternelle m'avait laissé 50 000 € spécifiquement pour mon éducation. Le compte avait atteint près de 75 000 € à mes 18 ans. Mes parents avaient tout retiré quand j'étais en 2e année d'université. La note disait « Redistribué aux dépenses opérationnelles de la famille ». Je me souvenais très bien de cette année-là, car c'est à ce moment-là qu'ils avaient acheté la propriété de la maison d'amis et l'avaient rénovée pour en faire le logement de luxe où Ashley séjournait maintenant. Ils avaient volé le cadeau de ma grand-mère et l'avaient utilisé pour agrandir leur domaine. Je me suis assise par terre, dans le bureau de mon père, et j'ai senti des larmes couler sur mon visage. Pas des larmes de tristesse, mais une fureur si pure qu'elle en était presque purifiante. Chaque fois que j'avais eu du mal à payer mes frais de scolarité, chaque fois que j'avais fait des doubles services à la bibliothèque du campus, chaque fois que j'avais mangé des nouilles instantanées pour économiser de l'argent, ils vivaient avec des fonds qui m'étaient destinés. Ma grand-mère était morte quand j'avais 12 ans. Elle avait été la seule personne de la famille à nous traiter, Ashley et moi, sur un pied d'égalité. Je me souvenais qu'elle m'avait prise à part lors d'une visite et m'avait dit qu'elle s'était assurée que je n'ai pas de soucis pour l'université. Tes parents ont leur manière, avait-elle dit de façon énigmatique. Mais cet argent est à toi seul, quoi qu'il arrive. Sauf qu'il n'était pas à moi seul. Mes parents l'avaient pris et n'avaient jamais dit un mot. J'ai trouvé d'autres documents qui dépeignaient une image encore plus sombre. À 16 ans, j'avais eu un accident de voiture. Rien de grave, mais l'assurance de l'autre conducteur avait versé une indemnité de 15 000 € pour mes blessures légères et le traumatisme. Cet argent était censé aller sur un compte pour moi. Il n'y est jamais allé. Le chèque avait été endossé par mes parents, en tant que tuteur, et déposé sur leur compte général. Il n'y avait aucune trace de son transfert vers moi. J'avais posé une question sur cet argent une fois, à 21 ans, pensant que cela pourrait m'aider avec mes prêts étudiants. Mon père m'avait dit qu'il avait été utilisé pour mes soins et dépenses courantes pendant le lycée. Quelles dépenses? Je portais les vieux vêtements d'Ashley. J'avais des petits boulots pour mon propre argent de poche. Je prenais le bus pour aller à l'école, pendant qu'Ashley conduisait une BMW achetée pour son 16e anniversaire. La rage qui montait en moi était différente de tout ce que j'avais jamais ressenti. Ce n'était pas seulement du favoritisme ou un traitement inégal. C'était du vol. C'était l'effacement systématique de chaque avantage financier que j'aurais dû avoir. J'ai trouvé des cartes d'anniversaire de mon grand-père, le père de ma mère, mort quand j'étais au collège. Chaque carte contenait un chèque, 25 € à 7 ans, 50 € à 10 ans, 100 € à 13 ans. Je me souvenais avoir reçu ces cartes, je me souvenais que ma mère disait qu'elle garderait l'argent en sécurité pour moi, sur un compte spécial. Il n'y avait pas de compte spécial. Les chèques avaient tous été déposés sur le compte courant principal de mes parents. Des dizaines d'entre eux, au fil des ans, pour les anniversaires et les fêtes, de la part de parents qui voulaient me montrer qu'ils tenaient à moi. Tout avait été pris. La documentation était méticuleuse, car mon père était, avant tout, un homme organisé. Il gardait une trace de chaque centime, probablement à des fins fiscales, sans jamais imaginer que sa fille s'assiérait un jour dans son bureau pour reconstituer l'ampleur de leurs actes. J'ai calculé le total de tête. Entre le fonds universitaire de ma grand-mère, l'indemnité de l'accident, l'argent des anniversaires, et d'autres petites sommes de parents au fil des ans, mes parents avaient pris environ 140 000 € qui m'avaient été spécifiquement donnés.
De l'argent qui aurait pu payer l'intégralité de mes études de premier cycle. De l'argent qui aurait pu être un acompte pour une maison. De l'argent qui aurait pu changer toute la trajectoire de ma vie. Et ils avaient tout pris, tout en me faisant sentir coupable de demander de l'aide pour des manuels scolaires. Compte d'investissement, titre de propriété, police d'assurance vie, tout était méticuleusement organisé dans les dossiers de mon père. J'ai photographié tout ce qui montrait la disparité stupéfiante dans la façon dont il nous traitait financièrement depuis des années. J'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai ouvert une feuille de calcul. Des années de travail en tant que comptable m'avaient appris à organiser les données financières de manière à raconter une histoire claire. J'ai passé l'heure suivante à créer une analyse complète de chaque décision financière que mes parents avaient prise concernant leurs 2 filles, sur 3 décennies. Les chiffres, une fois correctement présentés, étaient ahurissants. Ashley avait reçu environ 2 millions d'euros de soutien financier direct au cours de sa vie. Cela incluait ses frais de scolarité, son fonds en fiducie, le capital de son entreprise, le prêt pour son appartement, les coûts de son mariage, l'aide pour son règlement de divorce, divers véhicules, des vacances de luxe, et d'innombrables petits cadeaux et paiements. J'avais reçu environ 67 000 euros, dont la plupart sous forme de cadeaux d'anniversaire et de Noël de moins de 500 euros. Le plus grand cadeau unique qu'il m'ait jamais fait était de 5 000 euros à la fin de mes études, ce qu'il me rappelait constamment comme preuve de leur générosité. Mais même ce chiffre de 67 000 euros était trompeur, car il ne tenait pas compte de ce qu'il m'avait volé. Quand j'ai inclus le fonds universitaire de ma grand-mère, l'indemnité de l'accident, et l'argent des anniversaires de la part de la famille, la véritable disparité est devenue claire. Ashley avait reçu 2 millions d'euros de soutien. J'avais reçu un solde négatif de 73 000 euros, car il m'avait en fait pris plus qu'il ne m'avait jamais donné. La feuille de calcul était une œuvre d'art à sa manière, des catégories codées par couleur, une visualisation claire des données, et des notes de bas de page expliquant chaque entrée. C'était le genre d'analyse financière que je ferais pour un client d'entreprise, sauf que cette entreprise était ma famille, et la fraude était personnelle. J'ai sauvegardé plusieurs copies sur différents services de cloud. Cette documentation était une assurance, une preuve qui ne pourrait jamais être niée ou justifiée. Puis, je me suis tourné vers le reste du bureau. Le bureau de mon père contenait une correspondance qui révélait des vérités encore plus inconfortables. Des lettres d'Ashley demandant de l'argent, des dizaines au fil des ans, chaque demande accordée sans hésitation. Il y en avait une datant de 2 mois à peine, où elle demandait 20 000 euros pour couvrir des dépenses professionnelles imprévues. Mon père avait viré l'argent le jour même. J'ai trouvé des emails entre mes parents qui parlaient de moi. Un, datant de 3 ans, a attiré mon attention. Ma mère avait écrit à mon père au sujet d'un appel que nous avions eu, où je mentionnais avoir du mal avec les réparations de ma voiture. Elle avait écrit, elle a appelé pour demander le nom du mécanicien que nous utilisons. Je pense qu'elle espérait que nous proposerions de payer. Je lui ai dit que nous ne pouvions recommander personne. Elle doit apprendre que l'argent ne pousse pas sur les arbres. La réponse de mon père, bien. Plus nous lui en donnons, plus elle devient dépendante. Ashley a besoin de nous, mais au moins, elle apprécie ce que nous faisons. Celle-ci ne fait que se plaindre. Celle-ci. Il m'avait désigné comme celle-ci, comme si je n'étais pas du tout leur fille, mais un fardeau. Un autre email, datant de 5 ans, montrait ma mère informant mon père d'une promotion que j'avais obtenue au travail. Sa réponse était une seule phrase, peut-être que maintenant, elle arrêtera de nous demander l'aumône. Je ne leur avais jamais demandé l'aumône. J'avais demandé de l'aide exactement 3 fois dans ma vie d'adulte, une fois pour une aide à la compte d'une voiture à 23 ans, une fois pour une aide avec une facture médicale à 26 ans, et une fois pour un acompte d'appartement à 28 ans. Ils avaient refusé les 3 demandes, tout en finançant simultanément l'intégralité du style de vie d'Ashley. Les emails dépeignaient 2 personnes qui me en voulaient activement d'exister, qui voyaient mon indépendance comme un défaut de caractère plutôt qu'un mécanisme de survie que j'avais développé, sachant que je ne pouvais pas compter sur eux. Un fil de discussion par email entre ma mère et sa sœur, ma tante Patricia, qui vivait à Rhode Island, était particulièrement révélateur. Patricia avait apparemment demandé pourquoi je ne venais plus jamais pendant les fêtes. La réponse de ma mère était longue et détaillait chaque affront perçu et chaque déception que j'avais causée au fil des ans. Elle avait écrit que j'étais froide et distante, que je ne montrais jamais une appréciation convenable, que je ramenais tout à l'argent. Elle tordait chaque interaction pour faire de moi la méchante de l'histoire familiale. La fois où j'avais refusé de prendre l'avion pour Miami pour le week-end d'anniversaire d'Ashley était devenue la preuve que j'étais jalouse et peu solidaire.
La fois où j'avais dit que je ne pouvais pas me permettre de participer à des vacances familiales en Europe était devenue la preuve que j'avais toujours des excuses. La fois où j'avais discrètement refusé de contribuer à un cadeau de groupe coûteux pour l'anniversaire de mes parents, parce que j'étais entre 2 emplois, était devenue un exemple de mon égoïsme. Peu importait qu'Ashley ne m'ait jamais rendu visite à Boston. Peu importait que les vacances en Europe aient coûté plus que mon salaire de 3 mois. Peu importait que j'ai été licencié et que je survive grâce aux allocations de chômage quand ils avaient demandé des contributions pour le cadeau. Ma mère avait réécrit toute notre histoire familiale dans ses emails, créant un récit où Ashley était la fille dévouée qui méritait tout, et où j'étais l'enfant à problème qui ne méritait rien. J'ai aussi photographié ces emails. Quand j'ai eu fini de tout documenter, j'avais plus de 300 photos stockées sur mon téléphone et sauvegardées à plusieurs endroits. J'avais des preuves de vol financier, de favoritisme parental poussé à des extrêmes illégaux, et la preuve écrite que mes parents me détestaient activement, tout en prétendant être déçus par ma distance. La maison restait silencieuse autour de moi. Quelque part à l'étage, mes parents dormaient paisiblement, complètement inconscients que leur fille était en train de démanteler leur façade soigneusement construite, une photo à la fois. J'ai pensé à les affronter le matin. J'ai imaginé entrer dans leur chambre, jeter la documentation imprimée sur leur lit et exiger des réponses. J'ai rejoué la scène dans ma tête, le visage rouge de mon père, les dénégations de ma mère, les larmes d'Ashley. Mais à quoi bon? Les gens comme eux ne changent pas lorsqu'ils sont confrontés à la preuve de leurs méfaits. Ils s'obstinent. Ils vous manipulent. Ils vous font sentir fou de voir ce qui est juste sous vos yeux. Non, une confrontation serait une perte de temps. Ils trouveraient un moyen de retourner la situation pour faire de moi la méchante, une fois de plus. Ils me menaceraient probablement de poursuites judiciaires pour avoir fouillé dans le bureau de mon père, ignorant commodément le fait qu'ils avaient littéralement volé de l'argent qui m'avait été donné. Il me fallait quelque chose de mieux qu'une confrontation. Il me fallait quelque chose qui leur ferait ressentir ne serait-ce qu'une fraction de l'humiliation qu'ils m'avaient fait subir pendant 30 ans. À 2 heures du matin, je suis sorti dans l'allée où la Lexus trônait sous les lumières de sécurité. Le nœud doré avait été retiré mais gisait encore sur la banquette arrière. J'ai sorti les fournitures que j'avais apportées dans mon sac à dos et je me suis mis au travail. Je n'ai pas endommagé le véhicule. Je ne suis pas une vandale, et je ne voulais rien faire d'illégal. Au lieu de cela, j'ai passé 30 minutes à couvrir chaque centimètre carré de ce SUV avec des post-it. Des centaines, peut-être des milliers. J'avais acheté 50 paquets dans une papeterie en venant dans le Connecticut, et j'avais passé ma veille de Noël à écrire dessus pendant que tout le monde dormait. Chaque note contenait un fait, un montant, une comparaison. Frais de scolarité d'Ashley à NYU, payés en totalité, 272 000 €. Mon aide financière à BU, 0 €. Fonds en fiducie d'Ashley à 25 ans, 800 000 €. Mon fonds en fiducie à 25 ans, 0 €. Capital de démarrage d'entreprise d'Ashley, 500 000 €. Mon capital de démarrage d'entreprise, jamais demandé, car je connaissais la réponse. Cadeau de mariage d'Ashley, 75 000 €. Mon cadeau de fin d'études, carte cadeau de 500 €. Cette Lexus, 117 000 €. Ma tasse, 5,99 €. Année passée à croire que je n'étais pas assez bien, 30. Année qu'il m'a fallu pour réaliser que je n'étais jamais le problème, 30. J'ai couvert chaque vitre, chaque panneau, chaque surface que je pouvais atteindre. Le SUV est devenu un monument au favoritisme de mes parents, une feuille de calcul roulante de leurs échecs en tant que parents. Sur le pare-brise, au centre, là où on ne pouvait pas le manquer, j'ai placé ma note finale. Celle-ci, je l'avais écrite avec un soin particulier, en utilisant un marqueur doré pour correspondre au nœud qu'ils avaient choisi. Cher Ashley, maman et papa, considérez ceci comme ma démission du poste de bouc émissaire familial. Je ne participerai plus aux fêtes, ne répondrai plus aux appels, ni ne ferai semblant que tout cela est normal. Je ne rendrai pas la tasse à 5,99 €, car je l'ai donnée à une œuvre de charité où elle pourrait réellement apporter de la joie à quelqu'un. La vie est juste. Vous êtes sur le point de découvrir à quel point elle peut l'être. Amour et adieu, votre fille et sœur qui connaît enfin sa valeur. J'ai pris des photos de mon œuvre d'art, puis je suis allé à ma voiture et je suis parti. Les routes étaient désertes à cette heure-là, juste moi, la nuit, et cette incroyable légèreté qui vient lorsqu'on lâche enfin les gens qui n'ont jamais mérité votre amour. Je n'ai rallumé mon téléphone qu'une fois de retour à Boston, à 8 h du matin. Les messages ont commencé à affluer immédiatement, 43 appels manqués,
67 SMS, 3 messages vocaux. La voix de ma mère est arrivée en premier, aiguë de fureur. Que as-tu fait? Reviens ici tout de suite et nettoie ce gâchis. C'est puéril et honteux. Le message de mon père était plus froid. Ce genre de comportement est exactement la raison pour laquelle tu n'as jamais eu le même traitement que ta sœur. Tu es jalouse et méchante. Ne prends pas la peine de revenir. Le SMS d'Ashley disait simplement, sérieusement, grandis un peu. Mais il y avait un message qui valait tout l'or du monde. Ma tante Patricia, la sœur cadette de ma mère qui avait toujours été le mouton noir de la famille, m'a envoyé une photo. Quelqu'un l'avait clairement appelée pour se plaindre, et elle était venue voir le spectacle par elle-même. La photo montrait la Lexus en plein jour, couverte de mes post-it, comme une sorte d'installation artistique. Des voisins s'étaient rassemblés dans la rue pour regarder. Ashley se tenait à côté, le visage rouge de larmes, de colère, ou les deux. Ma mère semblait crier sur quelqu'un, probablement la société de sécurité, pour ne pas avoir empêché cette intrusion. Le message de Patricia disait, « C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue. Viens dîner la semaine prochaine. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. » Les appels et les messages ont continué toute la journée. Les amis de mes parents ont commencé à me contacter, ayant entendu parler de l'incident par le bouche-à-oreille des gens riches, qui propagent les rumeurs plus vite que le feu. Certains étaient consternés par mon comportement. D'autres, étonnamment, m'ont contacté pour me soutenir. Madame Vanessa Hartley, qui me connaissait depuis l'enfance, a envoyé un message qui m'a fait pleurer. J'ai vu tes parents te traiter différemment pendant des années, et ça m'a brisé le cœur. Bravo d'avoir enfin tenu tête, Karen. Tu mérites mieux. Dans l'après-midi, l'histoire avait d'une manière ou d'une autre atterri sur les réseaux sociaux. Quelqu'un dans le quartier avait pris des photos et les avait postées en ligne. L'incident des post-it est devenu viral dans les cercles du Connecticut. Les gens étaient divisés. Certains pensaient que j'étais cruelle et vengeresse. D'autres pensaient que j'étais une héroïne, dénonçant le favoritisme parental. Une chaîne de télévision locale m'a même contacté pour un commentaire, ce que j'ai poliment décliné. Mon téléphone a vibré avec une notification de LinkedIn. Plusieurs collègues de mon cabinet avaient apparemment vu l'histoire circuler et m'envoyaient des messages pour savoir si j'allais bien. La nouvelle se propageait dans les réseaux professionnels plus vite que je ne l'avais prévu. J'ai rédigé une brève réponse professionnelle, expliquant que je gérais une affaire familiale privée et que j'appréciais leur sollicitude. Mais ensuite, quelque chose d'inattendu s'est produit. Une dirigeante d'une de nos entreprises clientes, une femme nommée Diana avec qui j'avais travaillé sur une fusion complexe, m'a envoyé un message privé qui m'a fait réfléchir. J'ai vu ce que vous avez fait avec les post-it. Mes parents ont fait quelque chose de similaire avec mon frère et moi en grandissant. Il m'a fallu attendre 40 ans pour couper les ponts. Vous êtes courageuse de le faire maintenant. Si jamais vous avez besoin de parler à quelqu'un qui comprend, je suis là. D'autres messages de ce type ont suivi au cours des heures suivantes. Des gens que j'avais connus professionnellement mais jamais personnellement ont commencé à partager leurs propres histoires de dysfonctionnement familial et de favoritisme financier. C'était comme si mon acte public de rébellion avait donné à d'autres la permission de reconnaître leurs propres expériences. Un ancien camarade de classe de l'université de Boston m'a contacté avec un message qui m'a mis les larmes aux yeux. Je me souviens de toi, travaillant 3 emplois pendant notre dernière année, tout en parlant de la façon dont ta sœur avait tout sur un plateau. Je me suis toujours demandé pourquoi tu restais en contact avec eux. Je suis content que tu te sois enfin mise en premier, Karen. La validation de quasi-inconnus était bouleversante, de la meilleure des manières. Pendant des années, je m'étais demandé si j'étais peut-être trop sensible, si mes parents avaient peut-être raison et que j'étais juste ingrate. Voir des dizaines de personnes reconnaître le dysfonctionnement pour ce qu'il était a aidé à faire taire ce doute. La section des commentaires de la publication virale était un champ de bataille. Certains défendaient mes parents, disant que les gens qui réussissent avaient le droit de distribuer leurs richesses comme ils le voulaient. D'autres soulignaient que traiter des enfants de manière si radicalement différente n'était pas une question de distribution de richesses, mais de respect et d'équité de base. Un commentaire m'a marqué, l'argent n'est pas le problème ici. C'est ce que l'argent représente. Cette famille a dit à une fille qu'elle valait une Lexus et à l'autre qu'elle valait 5 €. Ce n'est pas de l'éducation parentale. C'est de la cruauté avec un nœud dessus. Exactement. Cette personne avait tout compris. Ma boîte de réception s'est remplie de demandes d'interviews de publications locales,
de blogueurs spécialisés dans la dynamique familiale, et même d'un producteur d'une émission de télévision de jour qui voulait discuter des drames familiaux des fêtes en direct. J'ai tout refusé. Il ne s'agissait pas de gloire ou d'attention. Il s'agissait d'être enfin honnête sur ce que ma famille avait fait. Mais j'ai accepté un appel d'un journaliste nommé Marcus, d'un magazine de style de vie du Connecticut. Il n'était pas intéressé par la sensationnalisation de l'histoire. Au lieu de cela, il voulait écrire un article sur la richesse et la parentalité, sur la façon dont le privilège financier pouvait endommager les relations familiales lorsqu'il était utilisé de manière irresponsable. Je n'utiliserai pas votre vrai nom, a-t-il promis. Mais votre histoire représente quelque chose que beaucoup de gens vivent mais dont ils ne parlent jamais, les enfants de parents riches qui utilisent l'argent comme une arme. Seriez-vous prête à me parler, sous le sceau de la confidence? J'ai accepté, et nous avons passé 1 heure au téléphone à discuter non seulement de mon expérience, mais aussi des implications plus larges. Marcus avait clairement fait ses recherches. Il a parlé d'études montrant que le favoritisme extrême dans les familles riches entraînait souvent des ruptures, des problèmes de santé mentale, et des cycles de dysfonctionnement qui se répétaient de génération en génération. Votre sœur n'est probablement pas heureuse non plus, a-t-il dit à un moment donné. Les enfants qui reçoivent tout ont souvent du mal avec leurs propres problèmes, aucun sentiment d'accomplissement, la peur de n'être valorisés que pour ce qu'ils peuvent extraire de leurs parents, une incapacité à fonctionner de manière autonome. Vous avez eu le mauvais bout financièrement, mais elle a eu le mauvais bout sur le plan du développement. Je n'avais jamais vu les choses sous cet angle. Ashley avait toujours semblé si confiante, si sûre de sa position d'enfant favorite. Mais maintenant, je me souvenais de moments où cette confiance s'était effritée, la fois où elle avait avoué, ivre à son premier mariage, qu'elle craignait que Tyler ne veuille d'elle que pour son argent, la fois où elle avait lancé son entreprise de design puis paniqué après 2 semaines, disant qu'elle ne pouvait pas le faire, qu'elle avait besoin de l'aide de papa pour tout. Peut-être que Marcus avait raison. Peut-être qu'aucune de nous n'avait été bien éduquée, juste de différentes manières. La vraie surprise est venue 3 jours plus tard. J'ai reçu un email d'Ashley. Pas un SMS, pas un appel, mais un email formel, comme si nous étions des associés plutôt que des sœurs. J'ai passé 2 heures à enlever tous ces post-it de ma voiture. Une partie de l'adhésif a endommagé la peinture. J'espère que tu es contente de toi. Tu as toujours été jalouse de moi, mais là, tu as dépassé les bornes. Maman et papa sont dévastés. Tu les as embarrassés devant tout le monde. N'espère pas être la bienvenue aux événements familiaux à l'avenir. Je l'ai lu 2 fois et je n'ai absolument rien ressenti. Pas de culpabilité, pas de regret, pas de tristesse, juste la paix. J'ai répondu, Ashley, j'ai aidé papa avec ses états financiers en septembre. J'ai vu l'autorisation de paiement pour ta Lexus. Je lui ai fourni des services professionnels gratuits pendant qu'il prévoyait de te faire un cadeau à 6 chiffrés, à moi, une tasse en solde. Les dommages à la peinture semblent être un cas pour ton assurance professionnelle. Ou peut-être que maman et papa peuvent t'aider, puisqu'ils sont si généreux avec toi. Concernant les événements familiaux, ne t'inquiète pas. J'ai déjà d'autres projets pour le reste de ma vie. Prends soin de toi. Je n'ai pas eu de réponse. Tante Patricia et moi avons dîné la semaine suivante dans un petit restaurant italien à Boston. Elle avait toujours été l'outsider de la famille, celle qui avait refusé de jouer selon les règles de mes parents. Elle s'était mariée par amour plutôt que pour l'argent, travaillait comme assistante sociale au lieu de rejoindre l'entreprise familiale, et vivait dans une modeste maison à Rhode Island au lieu d'un manoir dans le Connecticut. Ta mère m'a appelé cette fois hier, a dit Patricia, entre le vin et les pâtes. Elle veut que je te convainque de t'excuser. J'ai haussé un sourcil. Et que lui as-tu dit? Je lui ai dit qu'elle devrait s'excuser auprès de toi pour 30 ans de violence psychologique déguisée en éducation. Patricia a souri. Elle m'a raccroché au nez. Je ne pense pas que nous serons invités à Pâques cette année. Nous en avons ri, et ça a fait du bien, c'était purifiant. J'aurais dû faire quelque chose il y a des années, a dit Patricia, son expression devenant sérieuse. Je les ai vus te traiter différemment, et je me suis dit que ce n'était pas à moi de m'en mêler. Je suis désolé pour ça. J'ai tendu la main par-dessus la table et j'ai serré la sienne. Tu fais quelque chose maintenant. C'est ce qui compte. Patricia est devenue ma famille après ça. Une vraie famille, le genre qui est là, qui se soucie de vous et qui ne mesure pas votre valeur en euros. Elle m'a présenté à son cercle d'amis, des gens qui avaient construit leur vie grâce au travail acharné et à des relations authentiques,
plutôt qu'à la richesse héritée et à l'arrivisme social. 3 semaines après Noël, j'ai reçu une lettre d'un avocat. Mes parents menaçaient de me poursuivre pour diffamation et détresse émotionnelle. La lettre exposait leurs griefs, y compris les dommages au véhicule d'Ashley et l'atteinte à leur réputation dans la communauté. J'ai appelé Patricia, qui m'a mis en contact avec son ami, Grégory, un avocat spécialisé en droit de la famille. Nous nous sommes rencontrés dans son bureau surplombant le port de Boston. Ont-ils une chance de gagner, ai-je demandé après avoir expliqué la situation. Grégory a examiné la lettre de menace et a ri. Il pourrait essayer, mais on se moquerait d'eux au tribunal. La vérité est une défense absolue contre la diffamation. Les faits que vous avez écrits sur ces post-it étaient-ils exacts? Absolument tous. J'ai la documentation pour le prouver. Alors ils n'ont rien. Cette lettre est destinée à vous intimider pour que vous vous excusiez et que vous mainteniez leur façade d'harmonie familiale. Il s'est penché en arrière dans son fauteuil. La question est, que voulez-vous faire? J'y ai réfléchi un instant. Je veux qu'on me laisse tranquille. Je veux qu'ils arrêtent d'appeler, d'envoyer des SMS et de faire en sorte que leurs amis me contactent. Je peux m'en occuper, a dit Grégory. Je vais rédiger une réponse indiquant clairement que tout contact ultérieur constituera du harcèlement. Je mentionnerai également que vous êtes prête à partager votre documentation sur les disparités financières s'ils continuent à menacer de poursuite. Ça devrait les calmer. Et ça les a calmés. Grégory a envoyé sa lettre, et les appels ont cessé. Le silence était assourdissant au début. 30 ans de dysfonctionnement ne se terminent pas sans laisser de cicatrices. Je me suis surprise à prendre mon téléphone pour appeler ma mère pour une broutille, avant de me souvenir que j'avais coupé ce lien. Mais la liberté qui accompagnait ce silence était enivrante. Les premières semaines ont été les plus difficiles. Je me réveillais avec l'anxiété qui me tordait l'estomac, convaincu d'avoir fait une terrible erreur. Couper les ponts avec sa famille n'est pas quelque chose auquel la société vous prépare ou qu'elle soutient. Même les gens qui comprenaient intellectuellement pourquoi je l'avais fait disaient des choses comme « mais ce sont tes parents ». Ou « peut-être que tu devrais leur donner une autre chance ». J'ai commencé à voir une thérapeute, la docteure Rachel Morrison, spécialisée dans les ruptures familiales. Son cabinet était un espace calme, avec un éclairage doux et des fauteuils confortables qui ne donnaient pas une impression clinique. Lors de notre première séance, j'ai tout déballé. La Lexus, la tasse, l'argent volé, les emails. 3 décennies à me sentir sans valeur. La docteure Morrison a écouté sans juger, puis a dit quelque chose qui a changé toute ma perspective. Vous n'avez pas coupé les ponts avec votre famille. Votre famille a coupé les ponts avec vous, émotionnellement, il y a des années. Vous avez simplement officialisé la chose. Elle m'a aidé à comprendre que ce que je pleurais, ce n'était pas la perte de mes vrais parents, mais la perte des parents que j'avais toujours espéré qu'ils deviendraient. Je pleurais un fantasme, pas une réalité. Les vrais Kenneth et Lauren m'avaient montré exactement qui ils étaient, d'innombrables fois. Je continuais juste à espérer qu'ils changeraient. Les enfants sont biologiquement programmés pour rechercher l'approbation parentale, a expliqué la docteure Morrison lors d'une séance. C'est un mécanisme de survie. Mais en tant qu'adultes, nous avons la capacité de reconnaître quand cette recherche nous nuit et de choisir différemment. Ce que vous avez fait avec ces post-it, ce n'était pas de la vengeance. C'était une affirmation de la vérité. Vous avez rendu visible ce qui était invisible pendant toute votre vie. La thérapie a aidé, mais les aspects pratiques de la construction d'une nouvelle vie aussi. Je me suis inscrite à une salle de sport et j'ai commencé à m'entraîner régulièrement, canalisant ma colère et mon deuil dans quelque chose de productif. J'ai renoué avec des amis d'université que j'avais perdus de vue au fil des ans, parce que j'avais trop honte d'expliquer ma situation familiale. Une amie, Michelle, m'a invité chez elle pour dîner et m'a présenté à sa femme et à ses enfants. Nous avions été proches en 3e année, mais nous nous étions éloignés après l'obtention du diplôme. Autour d'un verre de vin et de lasagne maison, je me suis retrouvé à tout lui raconter. Je me souviens d'avoir rencontré tes parents une fois, a dit Michel. C'était à la cérémonie de remise des prix, quand tu as eu le prix d'excellence académique. Ta mère a passé toute la réception à parler de la façon dont ta sœur sortait avec un banquier d'affaires. Elle a à peine mentionné ton prix. J'avais oublié cette soirée, mais le souvenir de Michel l'a fait ressurgir. J'avais été si fier de ce prix, une reconnaissance accordée à seulement 3 étudiants de toute l'école de commerce. Mes parents avaient assisté à la cérémonie, mais étaient partis immédiatement après,
disant qu'ils avaient des réservations pour dîner qu'ils ne pouvaient pas manquer. Ces réservations étaient avec Ashley et son petit ami du mois. Je me souviens avoir trouvé la dynamique de ta famille bizarre, a poursuivi Michel. Mais j'avais 21 ans et je n'avais pas les mots pour le décrire. Maintenant, je suis maman, et je ne peux pas imaginer traiter un de mes enfants comme tes parents t'ont traité. C'est en fait de la maltraitance. Entendre quelqu'un utiliser le mot maltraitance a été un choc. J'avais toujours pensé que la maltraitance signifiait la violence physique ou les disputes à grands cris, mais la docteure Morrison avait expliqué que la violence financière était réelle, que la négligence émotionnelle était réelle, que le favoritisme systématique était réel. Mes parents m'avaient maltraité de manière qui ne laissait pas de bleu visible, mais qui m'avait tout aussi profondément endommagé. Michel et sa femme sont devenus une partie de mon système de soutien. Tout comme plusieurs autres amis qui sont apparus une fois que j'ai été honnête sur ce que je vivais. Il s'est avéré que beaucoup de gens avaient des situations familiales problématiques, j'avais juste eu trop honte de parler de la mienne auparavant. Le travail est devenu un refuge au cours de ces premiers mois. La culture de l'entreprise était exigeante mais juste, et j'appréciais d'avoir des critères de réussite clairs qui n'avaient rien à voir avec qui m'aimait le plus. Mes évaluations de performance étaient basées sur la qualité de mon travail, pas sur ma capacité à correspondre à une norme arbitraire de ce qu'une fille devrait être. Je me suis plongé dans mon travail et j'ai découvert que j'étais en fait assez doué, quand je n'étais pas constamment épuisé par le drame familial. Mon patron a remarqué le changement et m'a recommandé pour un poste dans un plus grand cabinet du centre-ville de Boston. Le processus d'entretien a été intense, mais j'ai décroché le poste avec une augmentation de salaire de 40%. Pour la première fois de ma vie, je pouvais vivre confortablement. J'ai emménagé dans un meilleur appartement à Cambridge, avec vue sur la rivière. J'ai acheté des meubles qui n'étaient pas d'occasion. Je me suis offert de bons dîners et des week-ends d'escapade, sans me noyer dans la culpabilité de dépenser de l'argent pour moi. Le printemps est passé. L'été est arrivé, avec des journées chaudes et un contentement que je n'aurais jamais cru possible. Patricia et moi avions des dîners réguliers toutes les 2 semaines. Je me suis fait de nouveaux amis au travail et dans un club de lecture que j'ai rejoint. Ma vie s'est remplie de gens qui se souciaient vraiment de moi. En août, j'ai reçu une invitation de mariage. Ashley épousait Tyler lors d'une cérémonie dans un vignoble de la Napa Valley. L'invitation m'était adressée à moi seul. Pas de plus un offert. Une petite carte à l'intérieur disait « Nous espérons que tu pourras mettre de côté les différends passés pour célébrer ce jour spécial. » J'ai tenu l'invitation pendant un long moment, sentant le poids de la branche d'olivier qu'il tendait. Une partie de moi se demandait si je devais y aller, si c'était peut-être une chance de reconstruire quelque chose. Puis je me suis souvenu de la tasse à 5 €. Je me suis souvenu de la Lexus. Je me suis souvenu de chaque fois qu'il m'avait fait sentir que je n'étais pas assez. J'ai renvoyé le carton réponse avec la case décline avec regret coché, sans aucune explication. Patricia m'a envoyé un SMS plus tard cette semaine-là. Lorraine a appelé pour se plaindre que tu n'allais pas au mariage. Elle a dit que tu étais mesquine. Que lui as-tu dit? Je lui ai dit que la mesquinerie, c'est de donner une Lexus à une fille et une tasse en solde à l'autre, a répondu Patricia. Puis je lui ai dit que je n'irais pas non plus. Nous allons à Portland ce week-end-là. Ça t'intéresse? J'étais très intéressé. Nous avons passé le week-end du mariage d'Ashley à explorer Portland, à manger des plats incroyables, et à rire de la façon dont la vie était bien meilleure en dehors de la bulle toxique de ma famille. Patricia m'a montré des photos qu'un ami commun avait envoyées du mariage. C'était magnifique, cher, et tout ce qu'Ashley avait toujours voulu. Je n'ai ressenti rien d'autre qu'un soulagement de ne pas être là. L'automne a apporté des développements inattendus. Ma nouvelle entreprise avait un client à Hartford qui nécessitait une restructuration financière approfondie. Quand j'ai vu le nom de l'entreprise sur le dossier, mon sang s'est glacé. C'était l'une des principales participations de mon père, une société de gestion immobilière commerciale qui contrôlait plusieurs de ses actifs les plus précieux. Mon superviseur m'a demandé de diriger la consultation. J'aurais dû me récuser, expliquer le conflit d'intérêts. Au lieu de cela, j'ai accepté la mission. L'entreprise était un désastre. Des années de mauvaise gestion, de népotisme et de mauvaises décisions financières les avaient laissés au bord de graves ennuis. L'audit a révélé des problèmes qui auraient pu être évités avec une supervision de base. J'ai fait mon travail de manière approfondie et professionnelle, en documentant tout. Mon rapport était accablant, mais exact. Les recommandations que j'ai fournies aideraient l'entreprise à survivre,
mais leur mise en œuvre nécessiterait des changements majeurs, y compris le renvoi de plusieurs dirigeants qui se trouvaient être des amis et des camarades d'école de commerce de mon père. Lorsque le client a reçu mon analyse, ils ont immédiatement programmé une réunion avec Kenneth. Je n'étais pas présente à cette conversation, mais j'ai entendu dire, par des canaux professionnels, qu'il était furieux quand il a réalisé que c'était sa fille qui avait exposé les problèmes de son organisation. Il a essayé de me faire renvoyer. Il a appelé l'associé directeur de mon cabinet et a exigé que je sois retiré du dossier pour partialité. L'associée directrice, une femme nommée Ruth qui avait bâti sa carrière sur l'intégrité, a examiné mon travail et l'a trouvé impeccable. Elle a dit à mon père que s'il continuait à interférer avec la conduite professionnelle de sa fille, elle considérerait cela comme du harcèlement et le signalerait aux autorités compétentes. L'affaire a suivi son cours. L'entreprise a mis en œuvre mes recommandations. Plusieurs des amis de mon père ont perdu leur poste de direction confortable. L'entreprise a survécu et a finalement prospéré, ce qui a renforcé encore plus ma réputation professionnelle. Kenneth ne m'a plus jamais parlé après ça, ce qui m'allait très bien. Noël est revenu, et je l'ai passé avec Patricia et sa famille à Rhode Island. Nous avons cuisiné le dîner ensemble, échangé des cadeaux modestes qui venaient du cœur, et regardé de vieux films près de la cheminée. C'étaient les meilleures vacances que j'ai jamais vécues. Le regrettes-tu parfois, m'a demandé Patricia tard ce soir-là. D'avoir renoncé à tout cet argent? J'ai pensé au fonds en fiducie, aux héritages, et à la richesse que je ne recevrai jamais. Pas le moins du monde. Je préfère n'avoir rien et être libre, qu'avoir tout et être piégé. Elle m'a serré fort dans ses bras. Tu vas très bien t'en sortir, ma chérie. Mieux que bien. Elle avait raison. Les années ont passé, et ma vie a continué de s'améliorer d'une manière que je n'aurais pas pu imaginer. Je suis devenu associé dans mon cabinet avant d'avoir 35 ans. J'ai acheté un petit appartement à Brooklyn que j'ai meublé exactement comme je le voulais. J'ai voyagé dans des endroits dont je n'avais que rêvé, finançant chaque voyage avec l'argent que j'avais gagné moi-même. J'entendais parler de ma famille de temps en temps, par Patricia ou des connaissances communes. Le mariage d'Ashley et Tyler a duré 3 ans avant de se terminer par un divorce houleux. La santé de mes parents a décliné, bien qu'ils soient restés riches et amers. Les cercles mondains auxquels ils tenaient tant sont passés à de nouveaux scandales et de nouvelles rumeurs. Rien de tout cela ne m'atteignait plus. 5 ans après l'incident de Noël, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. C'était Ashley. Je suis en thérapie depuis 1 an maintenant. Mon thérapeute m'a aidé à voir à quel point notre dynamique familiale était toxique. Je travaille à assumer ma part de responsabilité dans la façon dont les choses se sont passées. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes ou que tu veuilles une relation. Je voulais juste que tu saches que je comprends enfin. Tu avais raison. La vie n'était pas juste. Je suis désolé pour mon rôle là-dedans. J'ai lu le message plusieurs fois, cherchant le piège ou la manipulation, mais il semblait authentique, brut, d'une manière qu'Ashley n'avait jamais été auparavant. J'ai répondu, merci de dire ça. Ça signifie plus que tu ne l'imagines. J'espère que la thérapie continue de t'aider. Je vais bien, et je te souhaite la même chose. Prends soin de toi. Nous ne sommes pas devenus proches après ça. Trop de mal avait été fait. Trop d'années avaient passé. Mais il y avait une sorte de paix à savoir que, peut-être, quelque part au fond d'elle, ma sœur avait enfin compris ce dont elle avait fait partie. En y repensant maintenant, je vois ce matin de Noël comme le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. Pas la tasse à 5 €, mais la clarté qu'il a apportée. Parfois, il faut un dernier exemple parfait du peu que vous comptez pour les gens pour enfin vous donner la permission de partir. Cette Lexus couverte de post-it était ma déclaration d'indépendance. C'était moi, disant enfin que je méritais mieux, que je valais plus que leurs miettes et leur amour conditionnel. La tasse à 5 € a disparu depuis longtemps, donnée à une boutique d'occasion où elle a peut-être apporté un moment de joie à quelqu'un. Mais la liberté que j'ai revendiquée cette nuit-là perdure, se renforçant chaque année qui passe. La vie est juste, avait dit ma mère. Elle avait tort. La vie n'est pas juste. Mais nous pouvons choisir comment nous répondons à cette injustice. Nous pouvons choisir d'arrêter d'accepter moins que ce que nous méritons. Nous pouvons choisir de nous éloigner des gens qui nous diminuent, même lorsque ces personnes partagent notre ADN. Je me suis choisi ce Noël-là, et chaque jour depuis, j'ai continué à faire ce même choix.